Bonjour à tous, après avoir observé le découpage de notre cerveau avec les trois zones, donc le cerveau reptilien, le cerveau limbique avec les émotions et le cortex qui gère à la fois l'intuition, la réflexion et le mode adaptatif, nous allons approfondir aujourd'hui la question des émotions. Alors, je vais vous parler des émotions de base, les 4 émotions de base que sont la joie, la tristesse, la colère et la peur. Les émotions sont une alerte pour nous dire quelque chose ne va pas. Attention. Les émotions sont un peu comme des messagers, des messagères, des signaux d'alarme. Alors dans la nature, les émotions positives, agréables, sont associées à la recherche de ressources. La nourriture, le plaisir, la détente, le repos. Alors que les émotions difficiles, dites négatives, sont associées à des situations de danger, un prédateur ou une catastrophe naturelle par exemple. Et donc, dans la nature, ce qui est primordial, c'est la survie. Les émotions positives, elles, vont nous permettre de trouver des ressources, de développer des choses intéressantes, elles vont nous donner de la motivation, c'est notre carburant. Mais par contre, en situation de danger, c'est les émotions négatives qui prennent le dessus parce que c'est elles qui sont à ce moment-là essentielles. C'est elles qui sont utiles à notre protection et donc à notre survie. Mais évidemment, dans notre vie courante, ça n'est pas forcément utile, ce n'est pas forcément judicieux. Il n'y a pas un lion qui va vous dévorer, ou il n'y a pas, vous voyez, dans la vie, on devrait être plus préoccupé de trouver notre bien-être. Malheureusement, cet instinct fait que nous sommes plus préoccupés par surveiller le danger que par trouver des ressources intéressantes et du plaisir. Alors on va commencer par, si vous voulez, par la tristesse. Et pour chacune des émotions, je vous propose de regarder quel est son déclencheur et puis qu'est-ce qu'elle vous apporte. Toute émotion nous apporte quelque chose de très précieux, c'est de l'information. Je vous ai dit tout à l'heure, l'émotion est un signal d'alerte. Donc elle nous donne une information sur quelque chose, soit un danger extérieur, soit une information sur ce dont nous avons besoin et ce sur quoi nous pouvons porter notre attention. Donc si je commence par la tristesse, par exemple, ce qui déclenche la tristesse. Allez, je vous laisse réfléchir en même temps que moi. Tout ce qui déclenche la tristesse, on va avoir bien sûr tout ce qui est de l'ordre de la perte. Que ce soit la perte d'un être cher, donc le deuil, ou la perte d'une relation, d'une situation. Et en ce sens, quand on perd un travail, quand on déménage, quand on perd une habitude de vie, ou une habitude de pensée, ou une habitude relationnelle, c'est une perte, et donc ça peut générer de la tristesse. Ensuite, il y a tout ce qui est de l'ordre du sentiment d'impuissance. Je dis bien sentiment d'impuissance parce que on n'a jamais une totale impuissance face à une situation. On a toujours un moyen de faire quelque chose, même si c'est très peu, et même si on ne le voit pas. Et parfois on ne le voit pas, et donc on a un sentiment d'impuissance, c'est-à-dire l'impression que vraiment on ne peut rien faire. Tout ce qui est aussi le sentiment d'échec, mais ça, voilà, peut-être que ça ressemble à l'impuissance, le sentiment d'échec, et je dis aussi sentiment parce que l'échec n'est pas une donnée objective, c'est une impression, nous avons l'impression d'avoir échoué à quelque chose parce que le résultat n'est pas à la hauteur de ce que nous en attendions, de ce que nous espérions. Ça peut causer aussi une perte d'illusion, voilà, ça revient à la perte dont je parlais tout à l'heure. Perdre cette illusion peut aussi bien sûr générer de la tristesse. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette tristesse, c'est-à-dire un peu plus précisément, quelle information elle nous donne. La tristesse nous montre un besoin de consolation et de réconfort. Cette consolation et ce réconfort, nous pouvons les trouver auprès d'autres personnes. Voilà, si nous avons des personnes de confiance, des amis, des proches, nous pouvons les solliciter. Alors beaucoup de personnes en coaching ou en formation me disent oui mais non, je ne vais pas embêter tous les jours ou toutes les semaines mes proches à leur dire ça va pas, je suis triste.
Bien sûr, pas forcément tous les jours ou toutes les semaines. Mettez-vous à la place du bon ami qui accueille quelqu'un qui est triste. Si un de vos amis ou de vos proches vous appelle ou vient vous voir en vous faisant part de sa tristesse, est-ce que vous allez vous dire j'en ai marre, j'ai pas envie de l'écouter? Non, la plupart du temps, pour la plupart des gens en tout cas, eh ben on est content de rendre service. On est ravi de pouvoir se rendre utile et de remonter le moral à quelqu'un qu'on aime et qui est triste. Eh ben dites-vous que c'est pareil pour les autres. Ils sont la plupart du temps contents de vous rendre service et de vous accueillir, de vous soutenir et de vous faire du bien. Et puis si vous ne voulez pas solliciter quelqu'un d'autre, ben offrez-les vous-même, offrez-vous-les à vous-même. Qu'est-ce qui vous réconforterait? Ben, peut-être que c'est prendre un bain chaud ou aller marcher dans la forêt, cherchez ce qui vous fait du bien, ce qui pourrait vous réconforter et offrez-vous-le. Ce n'est pas ce vers quoi nous porte la tristesse spontanément. Christophe André explique que les émotions nous donnent des programmes de tendance à l'action. Donc ce sont des tendances, mais ce sont des programmes, c'est-à-dire des choses qui sont ancrées dans notre cerveau, dans notre façon de faire. Et donc la tristesse entraîne un programme de tendance au repli sur soi. Et donc c'est d'autant plus important de penser à ce besoin de réconfort et de consolation et de se donner le droit, l'autorisation de nourrir ce besoin. Après la tristesse, eh bien, je vous propose de parler de la peur. Qu'est-ce qui déclenche la peur? Facile, vous allez me dire. Ce qui déclenche la peur, bah, c'est le danger. Et oui, bien sûr, le danger déclenche la peur. Si on a connu un danger, si on a eu à affronter un danger, eh bien, des éléments visuels ou auditifs que nous avons perçus en même temps que le danger, et donc en même temps que nous avons ressenti la peur, ces éléments se sont ancrés dans notre cerveau et vont réveiller la peur à chaque fois que nous allons les réentendre. Par exemple, en traversant la route, vous n'avez pas vu un bus arriver, vous avez du coup eu une énorme frayeur en voyant que le bus fonçait sur vous, le bus klaxonne, et bien à chaque fois que vous allez entendre un klaxon similaire, vous allez revivre, enfin, en tout cas votre cerveau vous amène à revivre cette peur. Vous voyez, c'est une activation dans le cerveau, dans ce qu'on appelle les amygdales. Il y a une activation de l'émotion de peur par des signaux. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il y aura un danger, parce que c'est pas parce que le bus klaxonne à côté de vous que vous êtes en danger, mais votre cerveau va l'interpréter comme un danger. Et la deuxième chose qui déclenche la peur, eh ben, c'est l'inconnu. L'inconnu parce que justement nous ne savons pas est-ce qu'il va y avoir un danger ou pas. Et là aussi notre cerveau, entraîné à la survie depuis les hommes préhistoriques, entraîné à la survie, eh bien nous sommes en alerte et donc notre cerveau va interpréter spontanément et facilement tout signe inconnu, tout ce qui est inconnu, et voilà, et en particulier l'avenir, qui est l'inconnu par excellence. Donc notre cerveau va anticiper des dangers, même s'il n'y en a pas. La peur est un signal d'alerte très efficace, heureusement qu'on a peur, hein, voilà, si on avait peur de rien, on serait mort depuis longtemps. Mais il faut faire attention à nos peurs parce qu'elles ne donnent pas toujours la bonne information. Donc l'information qu'elles nous donnent, et ce qui est précieux, ce qu'il faut entendre, c'est sécurité. La peur nous indique, nous impose et nous emmène à nous mettre en sécurité, à assurer notre sécurité. Ce qui fait que quand on a peur de l'avenir, par exemple à un point de vue professionnel ou financier, eh bien on va peut-être travailler ou faire en sorte d'avoir un boulot stable. On va avoir des objectifs qui vont nous permettre de répondre à la peur que nous éprouvons. Parfois, au contraire, pour garder une certaine sécurité, eh bien, elle va nous amener à nous mettre en danger sur d'autres plans, par exemple sur le plan de la santé. Typiquement, si vous avez peur de perdre votre emploi et de perdre vos revenus, eh bien, vous allez avoir tendance à dire oui à votre patron, à tout ce
qu'il va ou ce qu'elle va vous demander, de peur de perdre quelque chose, et au final, cette tendance à la fuite va vous amener à dire oui, 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 et à vous fatiguer, à vous surmener, et risque d'amener au burn-out. Donc vous voyez, il faut faire très attention avec la peur parce qu'elle donne des informations précieuses, mais il ne faut pas oublier que notre cerveau interprète et parfois surinterprète les messages liés à la peur et nous fait faire des choses qui ne sont pas forcément utiles pour notre bien-être. La troisième émotion difficile, négative, bien sûr, c'est la colère. Elle est provoquée par l'injustice ou le sentiment d'injustice. Quand je dis injustice, c'est un mot très, très vague, très vaste, qui signifie aussi que vous avez le sentiment que c'est injuste ou que vous avez le sentiment que ce n'est pas normal. Quelque chose n'est pas normal, ça ne devrait pas se passer comme ça, et ça vous met en colère. La colère a une grande utilité, ou plusieurs même, utilités. C'est d'abord, elle nous apporte l'information que quelque chose ne va pas, et donc qui doit être changé, qui doit être modifié. Si quelque chose ne va pas, je vais me demander qu'est-ce que je peux faire pour que ça change. Le changement, alors le changement on en parlera plus tard, mais quand on sent la nécessité impérieuse de changer quelque chose, eh bien ce quelque chose ça peut être à l'extérieur ou à l'intérieur. Et parfois on n'a pas la possibilité de changer ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire on ne peut pas forcément changer une situation, on ne peut pas forcément changer une personne ou faire changer une personne. Hein, si elle a décidé de ne pas changer, si elle ne souhaite pas changer, on ne peut pas forcément la faire changer. Mais par contre, il y a quelque chose que vous pouvez toujours changer, c'est vous-même, votre regard et votre attitude dans une situation. Une fois que vous aurez apaisé l'émotion, que vous l'aurez regardée, accueillie, acceptée et donc apaisée, après vous pourrez vous demander, votre esprit sera plus clair et vous pourrez monter à l'étage au-dessus. Vous vous souvenez, la semaine dernière, la dernière fois, on a parlé du cerveau. Donc à l'étage au-dessus du cerveau limbique, nous avons le cortex. Et donc une fois que l'émotion de colère est apaisée, eh bien vous pouvez monter au cortex et imaginer comment changer la situation. C'est-à-dire quelles possibilités s'offrent à vous pour modifier une situation qui vous met en colère. Et nous terminons cette vidéo sur les émotions, nous terminons en beauté avec la joie. Alors la joie c'est une des émotions positives, elles sont nombreuses, hein. Je ne voudrais pas vous laisser croire que dans les émotions positives, il n'y a que la joie. Non, bien sûr, elles sont très nombreuses, comme l'a montré la psychologie positive. La confiance, la sérénité, l'attendrissement, l'admiration, la bienveillance, l'enthousiasme, l'élévation, voilà, elles sont nombreuses. Plusieurs facteurs déclencheurs nous amènent de la joie, tout ce qui est en rapport avec le plaisir, bien sûr, l'affection, la tendresse, l'amour, l'amitié, la beauté. La beauté aussi peut nous donner de la joie, l'harmonie, et puis la réussite, ou alors je dirais plutôt le sentiment de la réussite, hein, de même que tout à l'heure je vous ai dit que le sentiment d'échec, que l'échec était plutôt un sentiment, une évaluation qu'une réalité objective, bah de même la réussite est aussi une évaluation personnelle. Et puis quand nous nous sentons en concordance avec nous-mêmes, quand nous mettons en concordance nos actions avec nos pensées et avec notre voilà, nos valeurs, ce qui est important pour nous, et bien là nous ressentons de la joie. Quand nous donnons un sens à notre vie, ça donne de la joie. Voilà, tout ce qui nous permet de nous élever, en fait, de nous élever et de trouver le sens de la vie. Voilà, ça procure une immense joie et de l'enthousiasme, enfin voilà les émotions positives associées à la joie. Ce qu'apporte la joie, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de merveilleux, c'est la possibilité de la diffuser, parce que la joie est contagieuse, mais toutes les émotions sont contagieuses, mais du coup, quand on ressent la joie et qu'on la distribue, qu'on l'offre, qu'on la partage, on n'en a pas moins, au contraire, on en a encore plus, elle se décuple, elle se démultiplie quand on la partage avec les autres. Si ce contenu vous a intéressé, vous a été utile, n'hésitez pas à liker comme d'habitude, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine.